de fait du président Paul Biya. Des réalisations que tout le monde voit. Je ne parle pas que des réalisations des infrastructures. Monsieur, le temps d'une interview ne peut pas être suffisant pour raconter les réalisations du président Paul Biya. C'est visible. Parce que si vous voulez parler des réalisations matérielles ou physiques, il y en a tellement. Je ne parle pas du port à eau profonde de Kribi ou des autoroutes, etc. Mais je vous parle de la paix. Le grand capital d'un pays, c'est la stabilité dans la paix. Construire la paix, c'est le meilleur capital d'un pays. Et ça, il n'y a que Paul Biya pour réussir à le faire. Et rien ne lui aura été épargné. Depuis sa prise de pouvoir, en 1982, rien ne lui a été épargné. Les gens oublient qu'il a traversé des étapes. 83, il y a d'abord le complot, doute avec les Salafis, etc. 84, le coup d'État, le tentative de push. Après, vient les années, n'est-ce pas, 89, le vent d'Est, la démocratisation, carton rouge, conférence nationale souveraine, etc. Après, c'est la crise économique, la dévaluation du franc CFA, la baisse d'acide des salaires. Je veux dire, le président Paul Biya est un manager qui a réussi à redresser une entreprise en difficulté, une entreprise d'État du Cameroun en difficulté. Quelles sont ces difficultés? Les difficultés provoquées par nous-mêmes. Parce que quand il arrive au pouvoir, personne ne le veut. On lui déclenche toute une guerre, mais il a résisté. Et quand il arrive à démocratiser le Cameroun en 1990, les lois de liberté de 1990, 19 décembre 1990, vous vous en souvenez? Ce sont les lois de la démocratie, les lois de la liberté. Et qu'est-ce que vous avez fait de cette liberté qu'il a apporté, de cette démocratie qu'il a apportée? On lui a déclenché les villes mortes. On lui a déclenché la désobéissance civile. Qu'est-ce que c'est la désobéissance civile à cette époque? On ne paye pas les impôts. Si vous ne payez pas les impôts, le pays va faire comment pour gérer? Donc, vous créez vous-même les conditions de la difficulté au pays. Les conditions qui ont favorisé une crise économique sans précédent qu'il a traversée. Vous vous souvenez lorsqu'il disait attachez vos ceintures. Vous vous souvenez lorsqu'il disait on voit déjà le bout du tunnel. Ça, c'est autant de difficultés que je puis imaginer ici. Enfin, les présenter par image pour vous rappeler que ça n'a pas été facile. Excellence, revenons à ce qui nous réunit ici ce jour, le G20 qui renforce ses effectifs. Est-ce qu'on peut avoir une idée du processus, comment se sont déroulés les pourparlers pour qu'on puisse avoir les noms qu'on a aujourd'hui? Pourparlers, pas vraiment, on ne peut pas parler de pourparlers. Madame, les Camerounais ne sont pas aveugles. Les Camerounais ont vu le travail du G20 en 2018. Les leaders politiques qui hésitaient et qui ont compris que le G20 avait eu raison de s'allier au président Paul Biya sont venus naturellement. Nous les avons reçus, nous les avons accueillis. Ils sont venus, nous ont approchés, on a discuté. Ce n'est pas que nous avons fait le porte-à-porte. Non, les gens sont venus spontanément. On n'est pas allé chercher quelqu'un. Les gens sont venus en nous disant mais comment on fait pour apporter son soutien au chef de l'État? Nous sommes des opposants. Mais nous sommes des opposants républicains, nous ne sommes pas des radicaux. Nous voulons vous rejoindre pour soutenir le chef de l'État et lui assurer une brillante victoire le 12. Donc, voilà. C'est un coup de pied que vous avez donné à l'opposition? Ce n'est pas un coup de pied qu'on donne à l'opposition. Les gens pensent, madame, et vous êtes le véhicule de ces gens-là, qui pensent que l'opposition, ça veut dire que contredit tout ce qu'il y a au gouvernement, contredit tout ce que le gouvernement dit. L'opposition, c'est la construction d'une nation. L'opposition ne doit pas être là pour critiquer tout ce que le président fait. Cette opposition-là, elle est dangereuse pour la construction de la nation. Cette opposition-là, elle est dangereuse pour la démocratie. La démocratie, c'est aussi le respect de l'opinion de l'autre. Et vous, qu'est-ce qu'on constate? La fatwa contre ceux qui osent soutenir le chef de l'État. On va vous dire, oh, vous avez soutenu un fillard, vous voulez soutenir quelqu'un qui a 43 ans au pouvoir. Voilà, c'est la fatwa, c'est-à-dire c'est le terrorisme de la pensée. Et c'est pour ça que le G20 est courageux, se dresse contre le terrorisme de la pensée pour défendre les idéaux du chef d'État, pour défendre notre pays. Oui, madame, on peut défendre notre pays
en étant de l'opposition, une opposition républicaine, une opposition responsable. Le G20 change-t-il de dénomination? Non, non, nous allons garder le G20, quel que soit le nombre de personnes qui s'y ajoutent. Nous sommes à une trentaine de personnes aujourd'hui. Mais ça reste le G20 parce que c'est un symbole. C'est un symbole. C'est un symbole de la victoire d'un groupe. On nous a insultés en 2018. On nous a combattus en 2018. On nous a menacés en 2018. On nous a traités de G20. G20 en 2018. Alors nous gardons le G20. Allez dire que nous avons faim, mais nous avons faim de la vérité. Nous avons faim de la démocratie. Nous avons faim du développement. Nous avons faim de la paix. Et c'est pour cette raison que nous retrouvons le président Paul Biya, qui est le champion, n'est-ce pas, le mendiant de la paix. Allez dire que nous sommes aussi les mendiants. Nous sommes mendiants de la paix comme Paul Biya. Nous acceptons, nous, le G20, qu'on nous traite de G20, qu'on nous traite de mendiants. Nous sommes forts pour accompagner le chef de l'État. Et on va voir ça le 12 octobre. Voilà.